Alors, je suis la maman de Timéo qui a 12 ans et Ismaël bientôt 4 ans et je suis actuellement confinée chez moi dans mon appartement à Pantin et donc avec eux en fait la moitié du temps parce qu'on se répartit avec le papa, ce qui nous permet de continuer en fait à avoir une activité parce que en fait au niveau boulot pour ma part ça se calme pas, je travaille dans la com et du coup au contraire, genre les clients ils sont au taquet pour rebondir sur le confinement. Donc voilà, et j'ai tenté le télétravail avec eux au tout début du confinement. Et en fait, au bout de 3 jours, c'était en mode crise de nerfs. J'arrivais ni à gérer le taf, ni à m'occuper d'eux. Impossible de se concentrer 5 minutes, bref. Donc du coup, je me suis arrêtée. Et là, j'ai repris le boulot parce qu'ils sont avec leur père. Et voilà, et en fait, quand je l'ai récupéré, je me arrêté. On a trouvé un rythme comme ça, il habite juste à côté. Et on se voit quand même pas mal. C'est le seul trajet qu'on s'autorise, ce qui nous permet voilà, d'équilibrer un peu, de continuer à gérer dans ces temps étranges. Je m'appelle Tamara, je suis la maman d'une petite fille de 3 ans et demi qui s'appelle Ouma. Je suis actuellement confinée en France, plus précisément en Auvergne, avec mes parents. Enfin, à ma grande surprise, vu que j'habite en Italie la moitié du temps et que je suis là-bas avec mon compagnon et que je suis venue en France pour une visite de routine au mois de février, juste avant qu'il découvre le foyer dans le nord de l'Italie. Et du coup, on est resté ici avec Ouma, à Paris d'abord. Et au moment du confinement, on a décidé de venir zut, on a décidé de venir s'abriter ici, en quelque sorte. Donc voilà, ça va bientôt faire 2 mois qu'on n'est pas retourné en Italie et que j'ai pas vu le papa d'Ouma, qui s'appelle Marcus. Voilà. Alors moi je suis la maman d'Alia qui a 6 mois dans 2 jours. Je suis actuellement confinée à Londres où la situation est relativement la même qu'en France. À une semaine près, on a été confinés une semaine plus tard. Donc je suis confinée avec ce petit boubou qui fait un petit peu de bruit et mon mari. Voilà. Le truc sur lequel il faut lâcher prise et se laisser aller, je dirais que dans mon cas c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je suis toujours dans un délire de faire des to do. Ma vie c'est une to do genre, et en fait là j'arrive juste, même depuis le confinement, j'arrive non seulement pas à tout faire rentrer entre le boulot, donc comme je disais qui se calme pas du tout, et les enfants, et faire 3 repas par jour, et enfin voilà, bref, en gros j'arrive pas du tout à faire tout ce que je veux faire et du coup j'arrive pas du tout à me poser non plus quoi. En fait j'ai pas chillé une fois je crois depuis le début du confinement, genre me faire une série et tout, genre j'ai pas réussi. Donc là c'est ce que je me dis là pour les prochains jours, c'est genre meuf, calm down, genre essaye de kiffer aussi et de profiter, genre apaise-toi quoi. Ce sur quoi je lâche pas mal prise pendant ce confinement, c'est l'hygiène corporelle. Non, je rigole. Non, je vais pas mettre ça. C'est une blague que je voulais faire, mais même en blague. En fait, étant enceinte, là, je sais que... Enfin, si je lâche pas prise, je vais me faire du mal. C'est-à-dire que dans le lâcher prise, ça veut dire... pardon. Par lâcher prise, je veux dire, par exemple, le homeschooling. Donc voilà, en fait, je fais attention à pas trop m'imposer des choses, tout simplement. Voilà. Je sais que je pense que c'est important de garder une certaine régularité d'horaire et tout ça, mais en même temps, voilà, je suis mollo, voilà. Grâce au confinement, il y a plein de choses que je peux faire aussi qui sont positives. On a déménagé il y a 1 mois et demi, 2 mois, donc on en profite pour voilà, s'installer un peu mieux dans l'appart, repeindre ce dont on avait envie, voilà, faire des petits travaux, en profiter pour décorer un peu plus et tout, donc ça c'est cool. On cuisine aussi beaucoup plus ensemble, c'est vrai que le soir après l'école c'est un peu la course d'habitude. Et là du coup on en profite pour faire encore plus de choses ensemble. Moi de prendre aussi plus le temps de jouer avec lui. On sort un peu de notre quotidien et on prend aussi le temps de rien faire. Moi par exemple je fais toujours 1000 choses à la fois tout le temps. Et là c'est vrai que je prends le temps de rien faire, juste de me caler devant Netflix et de penser à rien d'autre. Et pour le coup c'est assez cool.
Ce que j'arrive à faire grâce au confinement que j'arrivais pas à faire, je dois dire que c'est dormir parce que mon mari travaille pas pendant ce confinement, donc il peut s'occuper de cette petite chose trop mignonne et moi du coup je peux dormir. Et ça c'est vrai que c'est plutôt du luxe. Sinon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Travailler sur des projets perso, ce genre de choses, parce que justement j'ai mon mari à la maison. Donc j'ai pas à m'occuper d'elle toute la journée parce que normalement c'est ce que je fais. Mon plus gros challenge pendant ces journées de confinement ici, c'est de survivre déjà avec mes parents. J'avoue, je dois admettre que ça se passe plutôt très bien, mais c'est parce que je pense qu'on met tous pas mal d'eau dans notre vin et qu'on essaie de ne pas aborder les choses sur lesquelles on sait qu'on ne s'entend pas. Comment je vis le fait d'être enceinte dans ce climat? Eh bien, plutôt bien. Je me sens quand même privilégiée d'être là où je suis. Et puis d'être là où je suis, et puis privilégiée aussi d'avoir accès à tout ce monde qui est la maternité à travers les réseaux sociaux, et puis mon réseau, tout simplement, mon réseau de doula avec qui je suis constamment en lien, plus que mes amis d'ailleurs. Donc je me sens pas du tout abandonnée. J'ai vraiment le sentiment d'être totalement soutenue, que ce soit par mes doulas, par mon compagnon, même si c'est à distance. Donc voilà. Et puis c'est sûr que même si j'adorerais avoir parfois plus de temps pour moi, j'arrive quand même à me connecter assez souvent avec mon bébé et à prendre un temps, voilà, un temps calme. Avant d'être maman, j'aurais aimé savoir que devenir maman, c'est pas un process toujours simple, c'est-à-dire que tomber enceinte, c'est pas un process toujours simple, même si en fait, j'ai l'impression que la majorité des gens tombent pas enceinte en 3 mois. Mais c'est un peu l'idée que j'avais. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais que les gens sachent, en tout cas les gens qui ont envie d'être maman. Ouais, faut savoir que c'est normal en fait, si ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Pareil pour les fausses couches, je crois que c'est 1 femme sur 5. Donc ça c'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, parce que les conseils qu'on donne généralement c'est non mais stresse pas, etc. Ce qui est impossible quand on a envie d'avoir un enfant, en fait on se met, et justement si c'était pas tabou, peut-être qu'on n'aurait pas tout ce stress autour du fait de pas y arriver. Mais c'est vrai que lâcher prise sur ça, c'est compliqué. Donc c'est le conseil que je donne. Mais pour être passée par là, je sais que c'est pas envisageable. Moi, j'ai l'impression que ça a marché quand je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, vas-y, j'aurai pas d'enfant. Et c'est là que ça a marché. Donc c'était ma façon de lâcher prise. Après voilà, c'était un peu la dep. Donc c'était un peu la dépression. Enfin, c'était un peu triste, quoi. Mais c'était ma façon de lâcher prise. Et ça a marché le mois suivant, mais j'ai fait une fausse couche 3 mois après. Donc là, j'étais toujours dans l'idée de bon, bah, tu sais quoi, si ça marche, ça marche. Sinon, il y a l'adoption, il y a d'autres choses même qu'on peut voir avant, mais moi, j'aimerais bien adopter. Donc c'était pas un... J'ai été triste, vraiment triste, mais je me disais, voilà, c'est comme ça. Et voilà, donc j'imagine que le conseil de lâcher prise est vrai, parce que c'est quand j'ai lâché prise que ça arrivait, mais c'est impossible de lâcher prise quand on est au milieu du process. Enfin, c'est possible, j'imagine, mais moi, personnellement, j'y arrivais pas. Et je sais qu'autour de moi, c'est le cas pour plein de personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants, donc, enfin, qui ont des difficultés, encore une fois. Est-ce que c'est vraiment avoir des difficultés d'avoir des enfants quand ça prend 6 mois, 1 an? Je sais pas. Faudrait faire des sortes de statistiques pour voir combien de temps on met pour tomber enceinte et avoir un bébé. Voilà. Je tiens un petit carnet. Ça aussi, c'est un bon conseil de maman. J'ai un petit carnet qui est fait exprès pour ça. Je sais pas si je peux dire la marque. J'ai un petit carnet, c'est Moleskine qui fait ça. C'est le Baby Journal.
Et en fait, dedans, il y a plein de pages qui concernent la maternité, l'accouchement, après le retour à la maison, etc. Et en fait, là-dedans, je note l'évolution de mon fils, ce qui se passe, qu'on échange. J'ai pas envie d'oublier tout ça, c'est trop bien. Les premiers moments, franchement, c'est... Enfin, les premiers mois, c'est génial, en fait, parce que lui, bah, il arrive sur Terre, donc c'est la découverte de tout. Et nous, bah, c'est la découverte d'un nouveau monde, en fait, de notre nouveau monde. Et bah, c'est fascinant, en fait, de voir que dans le présent, il n'y a que ça qui compte. Et, et à chaque mois, et à chaque seconde, t'as un truc en plus qui se passe, t'as un nouveau truc. Tous les matins, tu te lèves. Moi, le matin, je me lève et je regarde mon fils. Et je me dis, non, ses mains, elles ont grandi. Oh, il a plus de cheveux. Oh là là, mais il rentre plus dans son lit, il est immense. Ou toute la journée, il y a un nouveau truc. À un moment, il va te regarder et puis il va mourir de rire. Et c'est incroyable, en fait. Moi, je pensais que on n'avait pas besoin de donner autant. C'était certainement le message que j'avais reçu ou que j'avais compris, mais que on pouvait totalement rester qui on était en étant maman. Alors, c'est vrai, hein, on peut totalement rester qui on est, mais tout dépend de quel genre d'éducation ou quel lien on veut avoir avec ses enfants. Mais je sais pas si j'aurais aimé le savoir en fait avant d'être maman ou non. Je sais juste que instinctivement c'est ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte de la maman que je voulais être en fait, tout ça. Faut pas prendre un pédiatre voilà, que tu trouves pas mal. Il faut prendre un pédiatre où vraiment tu te dis ok, il est béton. Et je sais que s'il y a quoi que ce soit, lui au moins il aura la réponse. Moi, franchement, elle n'a pas lâché l'affaire. J'allais la voir tous les 3 jours, donc c'était quand même intense. On voyait beaucoup. Et en fait, on a testé plein de trucs. Et puis, on a fini par se rendre compte qu'il était allergique au lait de vache. Et du coup, maintenant, on a trouvé des solutions. Et aujourd'hui, il a 5 mois et il pleure jamais. J'ai un bébé qui pleure quand il est fatigué. Voilà. Et si, aussi, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, un truc qu'il faut dire aux mamans, c'est que les débuts sont durs pour l'allaitement, pour les nuits, etc. Mais moi, ce qu'on m'avait pas dit, c'est que garder un bébé dans les bras toute la journée, ça fait mal partout. Donc moi, j'avais des douleurs dans les bras, les épaules, qui sont restées des semaines et des semaines. Je me tenais comme ça, j'étais vraiment toute voûtée. Les premiers mois, c'était horrible. Et puis le fait d'être en fait, toujours plié dans ton lit, quoi, à allaiter, les jambes croisées, à ramener ton bébé, reposer, ramener, te tourner, te machin. Moi, j'avais les genoux flingués. J'avais des douleurs aux genoux, mais horribles. Je me suis même demandé si j'allais pas avoir un truc à vie. Parce que voilà, en fait, à force d'être toute la journée comme ça, à porter, à rassurer ton bébé, etc. Moi, il dormait pas, donc il avait toujours besoin d'être en contact. Tu donnes le bain, t'es comme ça, à vachine dans ta douche. Donc ouais, tout ça, en fait, ça épuise ton corps. Voilà, et ça, on le ressent beaucoup. Donc, en fait, il y a un mot des mots que j'adore, c'est la charge mentale aussi. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais la charge mentale, en fait, c'est tout ce que tu emmagasines psychologiquement avec un bébé et en postpartum, en fait. Donc, c'est tout ce que tu vas emmagasiner et qui va alourdir déjà ton quotidien, alors que le quotidien du début avec un bébé, il est déjà costaud. Il y a beaucoup de gens qui vont donner des conseils dont on n'a pas envie, dont on n'a pas besoin, on leur a rien demandé. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'imposer un peu. Il ne faut pas hésiter à s'imposer un peu. Et pousse-toi. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'imposer un peu, quitte à se fâcher avec des gens, quitte à dire qu'on n'est pas d'accord, et vraiment faire comme on le sent soi, comme on a envie. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Moi, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire. J'avais du mal à passer le relais avec Isaac, j'avais envie d'être avec lui tout le temps. Aussi, j'avais du mal à me dire que, en fait, je pense ce qui est
ce qui était compliqué pour moi à admettre en tant que maman, mais que j'ai fini par comprendre, c'est que ça pouvait pas toujours être comme moi je le voulais. Autant sur quand il allait être gardé, ça allait pas être comme moi je fais, mais c'est pas grave et c'est cool. Et autant sur l'organisation, c'est-à-dire que moi quand j'étais à la maison avec Isaac, c'était voilà, aujourd'hui on va faire ça, 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 à telle heure on sera ici, à telle heure on fera ça. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des jours où il va pas coopérer, il va pas avoir envie. Et pour moi, ça c'était assez compliqué à gérer. J'avais du mal à me dire voilà, aujourd'hui on n'a rien fait. Mais voilà, maintenant je pense que je m'y suis fait. Après, je pense qu'Isaac il me sort aussi de ma zone de confort de ce point de vue-là. Et moi, j'essaie aussi de le sortir de sa zone de confort à lui et de faire le plus de choses possible avec lui, même si voilà, il n'a pas envie de sortir des fois. Et je pense que c'est important de s'écouter, que lui, des fois, il entend que moi, des fois, j'ai envie qu'on fasse des choses et que moi, j'entends que lui, des fois, il a envie de rien faire. Mais je pense qu'on a trouvé un bon équilibre tous les deux maintenant. Le sujet tabou sur lequel j'aimerais lever la parole, alors je sais pas si c'est un truc tabou, mais c'est justement le fait de se dire que bah, c'est pas genre forcément le parent qui a raison en fait. Je pense qu'on est dans une société où c'est vrai qu'il y a un peu la toute-puissance des parents. Donc bien sûr, alors je suis pas du tout pour le truc de l'enfant roi et l'enfant qui fait qui drive tout, pas du tout. Mais en parallèle, je pense que c'est un équilibre à trouver, mais je pense que c'est important en tant que parent, savoir vraiment se remettre en question et de savoir même présenter ses excuses en fait quand on sait que là on n'a peut-être pas eu la bonne réaction ou qu'on a été injuste. Voilà, je pense que c'est important de considérer l'enfant. Moi je travaille beaucoup là-dessus parce que je sais que bon, en plus mes deux ils ont pas mal d'écart. Du coup on a quand même pas mal appris aussi avec le premier qu'on a eu très jeune. Du coup c'est vrai que le premier on a peut-être été genre plus dur. Et en fait le deuxième, tu le constates, hein, même on dit c'est les deuxièmes, les derniers, ils sont laisse tomber, c'est une tornade. Genre le premier c'était un ange à côté. Donc lui il impose son style. Donc en fait t'as pas le choix quoi, dans tous les cas. Et du coup il nous apprend beaucoup. Ouais, qu'en fait l'enfant c'est pas juste le moule que tu voudrais, que parfois en tant que parent on voudrait faire, genre en fait c'est des personnes à part entière avec leur tempérament, avec leur caractère, avec peut-être des trucs aussi, des enjeux genre beaucoup plus profonds, genre qui nous dépassent. Et quand là, je pars peut-être sur un délire un peu spirituel et tout, mais du coup c'est super important de respecter ça et ouais, de considérer l'enfant comme un être à part entière qui doit être entendu, respecté et voilà, pris en compte pour de vrai, genre dans sa globalité quoi. Ça touche pas que moi, donc le sujet encore tabou pour moi c'est donc l'arrivée d'un deuxième enfant dans ma famille. Comment tu le vis? Même si moi j'étais super heureuse d'être enceinte, j'attendais ce bébé vraiment, j'avais trop hâte d'agrandir ma famille en fait, comme je suis pas fille unique, j'ai des frères et sœurs, mais j'ai pas vraiment grandi avec eux quotidiennement. Je voulais à tout prix un frère ou une sœur pour mon premier enfant. Et du coup, le sujet que... comment dire? En fait, quand tu as une relation très fusionnelle avec ton premier enfant et que t'es dingue de cette personne en fait, parce que c'est juste complètement fou, je trouve ça hyper dur en fait de faire de la place à un deuxième enfant. Enfin, moi j'ai trouvé ça très dur parce que je passais mon temps en fait, par exemple, surtout pour les premiers mois, maintenant ça va un peu mieux et encore que je passais mon temps de manière générale avec Sato puisqu'il était allaité, donc il était beaucoup avec moi. Et dès qu'en fait je prenais le temps de faire un câlin à Tigo, de lui lire une histoire, de passer un moment, on va dire, tous les deux privilégiés, etc., Sato se mettait à pleurer parce qu'il avait faim ou parce qu'il se réveillait de sa sieste, qu'il voulait téter, etc. Donc tous ces moments-là étaient coupés au fur et à mesure comme ça. Et ça me frustrait trop en fait, c'était hyper frustrant. Donc ça c'était
très très dur à gérer au final. Mais voilà, ce que j'ai trouvé en effet super dur, et peut-être que j'en entends pas tant que ça parler, parce que souvent, moi je sais pas, j'ai pas trop l'occasion d'écouter ça dans les reportages, mais ce qui était super dur pour moi, c'était de faire de la place à un autre enfant quand t'as déjà une relation très très forte avec le premier. Donc on m'avait aussi découvert dans le premier épisode de Mère, où je parlais du fait d'être mère au foyer au moment où Isaac était petit, et de la difficulté que j'avais eu à retrouver du travail après m'être arrêtée pendant longtemps. C'est vrai que c'était pas quelque chose qui était forcément bien vu, autant dans le monde professionnel que dans mon entourage, pas par tout le monde en tout cas. Du coup, quand on avait tourné le premier épisode, je retravaillais déjà, donc j'avais déjà mon poste actuel, donc je suis chef de projet dans l'influence. C'est cool, j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé un équilibre entre ma vie de femme et ma vie de mère. Je m'épanouis à fond dans mon boulot, j'ai la chance d'être en télétravail. Alors c'est un travail qui est très engageant, c'est-à-dire que je suis joignable tout le temps. J'ai un peu le téléphone griffé à ma main. Même le week-end, on va pas se mentir que j'ai un peu du mal à couper. Mais voilà, je pense que j'ai trouvé un truc dans lequel je m'épanouis beaucoup. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont très bienveillants, qui comprennent aussi que des fois j'ai des impératifs familiaux, et j'ai l'avantage de travailler de chez moi, donc c'est quand même un truc qui est hyper cool. Et ce qui s'est passé aussi depuis le premier épisode, c'est que je me suis séparée du père d'Isaac. Du coup, avec Isaac, on a déménagé dans le quartier, on est à 3 minutes de chez son papa, donc c'est assez pratique pour la garde. Du coup, on fait 3-4 jours chacun, on est en garde alternée. Et ce qui était le plus compliqué pour moi au début, c'était de me dire que mon fils allait me manquer, parce que je n'allais pas le voir tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne me manque pas tant que ça. C'est-à-dire que 3-4 jours, ça passe vite. Et j'ai l'impression de profiter encore plus des moments qu'on a tous les deux. Du fait de souffler en fait quand je l'ai pas, de penser qu'à moi, de pas me dire voilà, demain il y a l'école, demain faut se coucher tôt, faut faire le bain là, faut faire ci, faut faire ça. Ça me permet de souffler et d'être encore plus disponible en fait pour lui quand il est avec moi. Et ça me permet aussi voilà, de charbonner à fond au niveau du boulot quand il est pas là, de voir mes potes, d'en profiter, de souffler. Et à côté de ça, d'être encore plus présente pour lui quand il est avec moi. Donc ça, c'est super cool. Sans un bruit, sans un mot, voilà qu'elle entre dans la pièce. Et la foule tout autour sera priée de sortir de sa sieste.